Et on va parler maintenant des outils technologiques plus que des données et de leur application à une partie plus, je dirais, de la finance immobilière. Donc on se détache un tout petit peu des données qu'on a abordées beaucoup dans la table ronde précédente et on parle plus des outils technologiques. Et on a la chance d'avoir, donc pour cette table ronde, 5 intervenants, 3, je dirais, fournisseurs de solutions pour l'industrie et 2 utilisateurs. Donc je vais commencer par le plus proche. Donc Étienne Dupuis, CEO de Nood. Peut-être en un mot, tu nous dis Nood, qu'est-ce que c'est ? Alors, en un mot, ça va être dur, mais Alors, 2 mots. en 4, Nood, c'est la contraction de neighborhood. Et donc, c'est l'idée de l'association familiale Mullier de concentrer ses savoir-faire immobiliers, d'animation de sites, de transformation, de design, d'aménagement, etc., dans une horizontale qui travaille avec les entreprises de l'AFM, entre autres, mais pas seulement, pour animer, transformer, construire les sites avec une logique d'impact positif pour les citoyens, les voisins, neighborhood, les habitants autour de nos sites, avec une logique de la ville du quart d'heure. Très bien. Et côté investisseur et gestionnaire, on a également Xavier de Saki de San, donc chez AEW. Très courte présentation également. Très rapidement, AEW donc, est un asset manager pour compte de tiers et à ses propres fonds. Nous gérons en France, en Europe, à peu près 35 milliards d'euros d'actifs et en France, un peu moins d'une trentaine entre les institutionnels et les SCPI. Et moi, je m'occupe de la partie institutionnelle. Et donc, 3 fournisseurs de solutions. Celui qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, donc Thomas Morizet, côté MSCI. Bonjour Laurent. Bonjour. Un mot également. Un mot sur MSCI. Donc MSCI, c'est une société américaine qui offre des solutions en fait aux investisseurs et aux sociétés de gestion pour mieux comprendre le risque et la performance de leur portefeuille sur toutes les classes d'actifs. Et moi, je suis sur la partie private asset et en particulier l'immobilier. Sandrine. Bonjour, je représente Drums, comme on l'a fait tout à l'heure, mais voilà, on a fait déjà connaissance, je pense. Je peux le refaire, je vais essayer de le faire différemment du coup. Drums est un acteur européen qui fournit des services de data room électronique. Quand on se parle de data room électronique, on pense tout de suite à la transaction. C'est vrai, c'est là d'où on vient et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Mais c'est aussi d'être le plus en amont possible des opérations de cession à travers des data rooms d'exploitation. De façon à être moins dans le stress au moment d'un acte de cession. Merci beaucoup. Et Victor, donc également, alors tu as eu l'occasion déjà de te présenter. Mais... Oui, donc Soneca, une solution d'asset management donc, qui est bien dans le thème, vu que c'est à la base quand même un outil très, très cash flow. Donc voilà. Très bien. Alors on a comme à l'habitude, Eric Davy nous a trouvé un titre un peu choc. Les nouveaux outils de la finance immobilière enlèvent le masque. Donc on va tourner autour de cette thématique-là. Je voulais commencer par une anecdote, mais qui ne va pas marcher si bien que ça à cause de Thomas, qui est le fait qu'en mars 2019, le patron de Monde de Goldman Sachs à Londres a décidé d'alléger le code vestimentaire de Goldman Sachs, où tout le monde était obligé de porter costume et cravate, du moins pour les hommes. Et le prétexte à ce moment-là, c'était de dire on n'est plus une entreprise simplement financière, on est aussi une entreprise de technologie. Et donc, pour attirer les talents de la technologie, il ne faut plus mettre de cravate. J'ai mes baskets là-haut, si tu veux. D'accord. Alors, tu mettras tes baskets un peu plus tard. Mais je pense qu'effectivement, ce paradigme finance et technologie est important. Je voulais qu'on organise cette table ronde autour de 2 thèmes principaux. D'abord, regarder un peu ce qui vient de se passer au cours de ces dernières années et de comprendre finalement parmi tout ce qui s'est passé ces dernières années, parce qu'on a connu dans l'immobilier une révolution assez importante. On a des nouveaux outils, on a des nouvelles façons de travailler. Donc savoir par les échos de nos différents intervenants sur finalement qu'est-ce qui a été le plus impactant parmi ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et puis ensuite, dans un second temps, se tourner plus vers le futur et d'avoir de la part de nos différents experts leur vision sur vers quoi on va dans les 5 à 10 prochaines années, on va dire, pour se donner un horizon de temps relativement raisonnable. Peut-être pour commencer par le constat sur ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui a été le plus impactant. Xavier,
chez AEW, donc vous avez connu des évolutions assez fortes. Qu'est-ce qu'il en ressort? Quels sont les éléments les plus importants? Je ne vais pas parler que d'AEW, mais, même dans l'industrie. Depuis que je travaille un petit peu, disons que j'ai eu la chance de démarrer ma carrière en 88, et 88, la financiarisation, on n'en parle pas vraiment. Anne se souviendra. On a un peu après, mais je me souviens d'une réunion avec Denis François, le pape de l'expertise, qui nous parle de TRI. Et je vois à peu près 150 personnes dans la salle qui se retournent et se regardent, interrogatifs, de quoi parle-t-on? C'était l'immobilier de l'époque, en tout cas dans le brokerage, mais il n'y avait pas d'asset management à l'époque, ou peu, ou en tout cas ça ne s'appelait pas de l'asset management. Et ensuite, on a assisté, ça a progressé tranquillement. L'accélération 95-98, les premières boutiques d'asset management qui naissent, fin années 90. Un 2007 étonnant avec une crise qu'on connaît tous, des gens qui effectivement sont tombés de haut parce que la technologie, la financiarisation, c'est bien, mais il y a aussi le sous-jacent, et c'est mieux aussi de s'intéresser un petit peu au sous-jacent. Et puis on voit arriver avec les nouvelles technologies qui permettent justement d'avoir des plateformes et des outils de pilotage qui permettent d'intégrer des données pas uniquement financières, mais aussi extra-financières. Donc il y a une mutation colossale de ce qui se passe, avec aussi une prise de conscience des asset managers qui ne peuvent pas avoir une démarche que financière. Ça n'existe pas. On a en face de nous des locataires, on a en face de nous des immeubles, des prestataires, on est des chefs d'orchestre d'une certaine façon. C'est un peu éculé comme phrase, mais on le sent bien. Et tout ça pour dire que finalement, on a besoin de... Si je formulais une image très simple, l'asset manager pilote son portefeuille, c'est comme s'il était dans sa voiture, avec un rétroviseur extrêmement grand qui lui détaille précisément tout ce qu'il a fait dans le passé. Il a 2-3 capteurs sur l'extérieur, éventuellement un contour, mais je voudrais qu'on m'explique comment on pilote quand on n'a aucune visibilité. Parce qu'en fait, quand on parle de pilotage et d'asset management, c'est vraiment de la projection. Et c'est ce qu'attendent nos investisseurs. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir réduire notre rétroviseur, qui ne nous aide pas tellement dans la projection, mais il faut quand même en tenir un petit peu compte, et aussi d'avoir un certain nombre de capteurs qui nous permettront d'avoir ce qu'avec Étienne on développait quand on était dans une vie antérieure, cette espèce de vision un peu, de vue holistique de notre métier. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est de capter et d'intégrer tous les différents enjeux. Donc voilà, si je devais résumer très rapidement ce que j'ai vécu professionnellement, c'est un changement énorme de la profession. Alors, je n'ai pas eu toujours les mêmes fonctions, évidemment, mais on voit bien que c'est clé aujourd'hui. Et c'est colossal, effectivement. Et Étienne, pour enchaîner, effectivement, on commence par les anciens. Oui, merci. J'ai quelques blancheurs dans le bas du visage, d'accord, et puis dans le haut aussi. Bon, voilà. Bienvenue au club. Oui, j'adore ce que dit Xavier. Je vais pas rajouter. Je vais peut-être compléter en parlant du choc récent. Alors j'ai un petit biais. J'ai malheureusement pas eu la joie de gérer la crise Covid avec Xavier. Mais la crise Covid, ça a été le retour de l'humain, mais alors à vitesse grand V. Et je peux vous dire que chez Invesco, l'équipe d'asset management, en une semaine, a pris son état locatif, a qualifié ses locataires en 3 catégories. A, locataire même pas mal. B, locataire qui a besoin d'un coup de main. C, locataire foutu. Et je peux vous dire qu'il n'y avait aucun système d'information pour avoir ça. Et donc, quelque part, oui, la finance immobilière, oui, la quantification. Et comme je disais parfois, d'ailleurs, on en plaisantait là encore avec Xavier, ça fait club des anciens, c'est horrible. Il est important de ne pas être précis dans l'erreur et de toujours se méfier du temps qu'on passe à gagner les 3/10 d'informations complémentaires qui nous rassurent, alors qu'on est en train de parler du futur et que donc par construction, on va se tromper. Et donc il vaut mieux se tromper en sachant de quelle façon on se trompe sur le futur que d'être trop précis dans l'erreur.
Alors j'ai évidemment un biais puisque le groupe que je rejoins intègre la chaîne immobilière, y compris le week-end, y compris la nuit, du vendredi au samedi, quand le gouvernement décide d'une mesure intéressante par rapport à la sécurité des personnes. Et là aussi, retour de l'humain. Et de se dire que l'immobilier, c'est une matière humaine et que heureusement qu'il y a des gens pour animer tous ces immeubles, parce que sinon il ne se passerait pas grand-chose. Donc c'est un peu le clin d'œil. Par contre, besoin de lisibilité, besoin de standardisation, besoin de simplicité, et l'industrie immobilière gagnera beaucoup de temps. Alors je suis notionnellement fan de Fidji, même si je n'ai pas encore adhéré, mais on y travaille. Arrêtons de réinventer les glossaires, posons-nous sur des référentiels, quitte à ce qu'ils soient simples, quitte à commencer par 50 mots en commun, mais construisons ça. À chaque entreprise où j'ai la joie d'arriver, je passe 6 mois à faire du glossaire. Réinventer les bases. Je voulais enchaîner donc maintenant avec les petits jeunes. Hein. Aucun commentaire. Et commencer peut-être par Thomas, puisque MSCI et auparavant IPD, vous avez contribué à faire évoluer assez fondamentalement le monitoring des portefeuilles immobiliers. Quelle est ta vision sur ce qui a compté le plus ces dernières années et comment les choses ont évolué? Oui, alors moi, ce qui est intéressant, c'est effectivement quand Xavier parlait de TRI, je me rappelle la première fois que je suis arrivé chez MSCI, donc c'était il y a 11 ans, c'était IPD à l'époque, et effectivement, les questions qu'on avait, c'était sur les rendements, des indices de marché, des taux de vacances. On s'intéressait majoritairement à des tendances de marché. On parlait, pour reprendre la métaphore de la voiture, on parlait généralement un petit peu en regardant dans le rétroviseur avec quelques années de retard, 6 mois, 1 an parfois, en donnant des tendances de marché, en répondant à des questions qui étaient généralement des questions de recherche. Et je trouve que ce qui a beaucoup changé maintenant, c'est les personnes et les équipes avec lesquelles on agit. Et ceux qui sont demandeurs d'informations, en fait. C'est plus tout à fait les mêmes. On est remonté un petit peu plus dans l'investissement. Et bien sûr, il faut toujours trouver cette balance entre le côté humain et le côté donné. Il faut réussir à filtrer cette information, parce que maintenant, c'est un des gros problèmes. La table ronde, juste avant, en parlait. C'est l'afflux d'informations. Je crois qu'à un moment, il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus quoi en faire. Il faut la digérer, il faut la donner et la redistribuer par des outils qui sont accessibles par tous. Et pour moi, c'est la plus grosse transformation qu'on a vue. Et après, au-delà de ça, il y a tout l'échange en fait au sein de l'écosystème immobilier. On voit maintenant un petit peu plus d'interaction, que ce soit d'abord forcément entre les sociétés de gestion et les investisseurs, mais tous ceux qui gravitent autour. On a parlé des property managers un petit peu plus tôt. C'est extrêmement important, surtout pour comprendre tout ce qui est risque et performance du portefeuille. Donc c'est vrai que nous, on travaille de plus en plus avec eux. Parfois, c'est facile, parfois, c'est un petit peu dur. Et puis, je pense qu'effectivement, une association comme Fidji va beaucoup aider. Il y en a bien d'autres dans le monde. Mais ça, c'est un point. Et puis aussi, il y a l'aspect complètement géographique, on va dire horizontal. On voit qu'en fait, cet accès à cette donnée, cette utilisation de la donnée, elle va ouvrir en fait les marchés, elle va permettre de la transparence et elle va permettre des échanges entre les différents acteurs au sein des différents pays. Et pour nous, c'est là où on voit le plus gros changement. Et donc, en fait, notre métier qui était très focus sur quelques points, quelques ratios, quelques taux, a tendance à s'élargir un petit peu et à faciliter l'accès à cette information et la façon dont on peut l'utiliser. Et justement, ces différences d'un point de vue géographique, entre les différents pays du monde, c'est les mêmes évolutions partout ou ça va plus vite à certains endroits Non, ça va beaucoup plus vite à certains endroits. Alors déjà, effectivement, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'aspect régulataire, par exemple. Il y a les attentes des clients. Il y a les différents marchés qui ne sont pas tout à fait à la même vitesse, qui ne sont pas tout à fait au même cycle. Mais je pense qu'à mon avis, en termes de données et en termes d'accès à la donnée, déjà, ça va être un point clé pour savoir effectivement comment cette information va être consommée, quel type d'analyse va être demandé par les clients et qu'est-ce qui sera demandé. Et je pense que si on regarde des marchés comme l'Australie, par exemple, on a une transparence de marché beaucoup plus forte et donc l'accès à l'information privée et d'une certaine façon un petit peu plus facile. Donc du coup, les analyses vont être un petit peu différentes. Et ce que les investisseurs et les sociétés de gestion vont chercher à retrouver va différer de ce qu'on aurait par exemple aux États-Unis, où la donnée va être très axée sur le reporting en lui-même et sur effectivement une explication plus un petit peu comme un track record de sa performance, alors que par exemple en Australie, ce sera une utilisation plus active et effectivement aller chercher à comprendre comment je peux aller gagner des points de performance ou comment je peux diminuer le risque de mon portefeuille.
Dans certains autres marchés, c'est plutôt l'efficacité qu'on va aller chercher. Donc on parlait d'interopérabilité tout à l'heure, c'est un petit peu ça. C'est comment on peut utiliser des outils, tels que les outils MSCI, pour faciliter la communication au sein d'une même équipe. Je crois que c'est Cécile qui en parlait tout à l'heure, où effectivement, au sein d'une société, on a une équipe investissement, une équipe recherche, une équipe risque, pas forcément le même langage, pas forcément la même plateforme. On peut passer par un data warehouse ou un data lake, mais effectivement, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'information. Et donc, je pense qu'à nouveau, pour répondre à ta question, Laurent, selon le cycle, selon le marché, selon là où on est, l'utilisation est complètement différente. D'accord. Sandrine, j'aimerais bien que vous partagiez aussi votre point de vue justement sur ce que vous avez vu apparaître ces dernières années, quelles évolutions les plus fortes et les demandes de vos clients. Alors oui, en effet, ne serait-ce que sur la partie transactionnelle, on a vu des gros changements. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisqu'on se parle du début de ce siècle, on constituait quand même des data rooms physiques. Je pense que du coup, il y en a beaucoup dans cette salle qui ont dû les connaître. Et c'était vraiment de la documentation papier, organisée dans des cartons, dans des classeurs, qu'il fallait dépoussiérer pour mener les audits pendant le cycle des transactions. Et donc, du coup, on est quand même passé déjà à une ère de la numérisation. Donc, avant de se parler de digitalisation, comme on se parle depuis assez peu d'années, hein, finalement, même si nous, c'est un sujet qu'on traite depuis un peu plus de 10 ans. Mais déjà, c'est la numérisation, je dirais que c'est un basique, mais du coup, c'est bien de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, je ne citerai aucun de nos clients, mais on est encore appelé en urgence pour juste numériser de la documentation papier sur du patrimoine d'actifs. Alors, bien sûr, pas des actifs nouvellement construits, mais en tout cas, des actifs construits. Et donc ça a été la première évolution déjà, de passer de la partie physique à la partie électronique, avec des documents électroniques. Et puis après, ce qu'on a vu, c'est plus, et là c'est plus la technologie du coup qui est venue rajouter une couche par-dessus, c'est de permettre de faciliter en fait toute la partie organisation de toute cette masse d'informations. Parce qu'en effet, l'objectif, c'est pas de tout mettre dans une data room, c'est de mettre la documentation essentielle pour les investisseurs notamment. Et là, il faut faire le tri. Il ne faut pas perdre de temps à ajouter sa documentation dans les plateformes. Et là, c'est là où l'intelligence artificielle peut nous aider, notamment le machine learning, pour pouvoir faciliter en fait ce travail qui n'est pas de très grande valeur ajoutée, je dirais, et c'est bien pour ça que les asset managers ne se précipitent pas pour organiser ces data rooms transactionnels. Et c'est là où la technologie, du coup, peut être d'une grande aide pour faciliter ce travail et organiser automatiquement, du coup, la documentation au sein d'une data room. Merci beaucoup, Sandrine. Et avec Victor, on a une autre gamme d'outils, des outils d'intégration au service des asset managers. En particulier, j'aimerais bien aussi avoir ton point de vue sur les évolutions récentes, hein, justement. Ouais. Donc, moi, j'étais pas là en 88, mais j'étais chez GE au début des années 2000. Donc, je pense que c'était ce genre d'acteurs qui ont participé un peu à la financiarisation de l'immobilier. Donc nous, moi, avec mon associé, on a beaucoup cette culture du TRI, du cash flow, et l'outil qu'on a cherché à faire avec Soneca, c'était, je pense, un outil qui était pas vraiment révolutionnaire au sens des thématiques qu'il gérait, mais plutôt en termes de à la table ronde précédente, on a parlé d'ergonomie, mais de simplifier l'utilisation, de faire que ça soit plus rapide, plus agréable, mais on reste sur les thématiques assez classiques de cash flow, de valorisation, de comparaison de scénarios, etc., etc. Et en fait, ce que je pense et ce que je ressens assez fort, c'est que ce qu'on a réussi à faire, c'est être un peu l'outil du quotidien de l'asset manager chez nos clients.
Et je pense qu'il n'y en aura pas 10. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'un asset manager ait 10 outils en permanence ouverts sur son écran. Et que, mine de rien, ce que recherchent encore les investisseurs, ça tourne quand même pas mal autour de la performance financière et de la gestion des risques. Et la façon dont je vois le positionnement de Soneca, c'est effectivement d'être aussi un réceptacle. Cécile de Covea parlait de, je ne sais plus comment elle disait, de carnet de santé, ou je sais pas. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai pas vocation à faire un outil complet sur le pilotage des consommations, de faire un outil complet sur le pilotage du risque amiante, du suivi réglementaire, etc. Mais un asset manager qui fait son métier de façon complète, forcément, il aura besoin d'avoir cette information-là, d'avoir des données de marché aussi, on a parlé, d'avoir des documents. Et c'est vrai que je pense qu'on est bien positionné pour recueillir ce flux de données, pour le présenter de façon pas forcément ultra détaillée, mais de façon relativement synthétique, pour que Xavier parlait de vue holistique, de pilotage, qu'il n'y ait pas que les données financières, mais qu'il y ait toutes les données. Je pense qu'on a ce potentiel-là, on a un référentiel assez détaillé, parce que mine de rien, pour faire des cash flows, faut quand même aller assez loin dans toute la partie locative, dans la partie technique, des charges, des travaux, et je pense qu'on est bien positionné pour récupérer cette donnée-là, et je pense que la question n'est pas tant technique, d'API, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles, mais de référentiels, de normes, de standards, et c'est pour ça que c'est des choses qui nous intéressent, et je pense qu'on est arrivé à une maturité où on se dit, non, voilà, on a réussi à développer l'outil dont on rêvait un peu. J'étais en 2007 chez J au moment de la crise, sur le portefeuille européen, et on était toute la journée à répondre à des questions dans tous les sens, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et j'aurais bien aimé avoir un outil comme Soneca à l'époque, et aujourd'hui je pense qu'on l'a fait, et qu'on est suffisamment mature maintenant pour se poser la question de qu'est-ce qu'on intègre maintenant, avec qui, comment. Et effectivement, je rejoins ce qui était dit par Sopra. On a bien travaillé sur les cas d'usage, sur du pilote. On n'est pas spécialement à vouloir tout faire comme ça seul. On travaille beaucoup avec nos clients sur des pilotes pour essayer des choses, et pour aller au-delà effectivement de la donnée purement financière. Alors l'outil est sans aucun doute beaucoup mieux que ce qu'on pouvait avoir avant. Les données derrière qui viennent alimenter cet outil, est-ce que vous avez vu des gros progrès aussi? Est-ce que c'est... Alors c'est assez intéressant. On est sur des modèles assez variés. On n'a pas un client qui a le même flux de données, c'est-à-dire qu'on va avoir des clients très intégrés où la gestion locative est faite en interne, où effectivement on va assez facilement venir capter les flux de données, et ça se fait bon an mal an quand même assez correctement. Après, on va avoir d'autres clients avec une gestion externalisée, avec beaucoup de prestataires, ça peut être le cas d'AEW ou d'autres, et où effectivement on va plus devenir une sorte de référentiel avec quand même certains flux de données. Et je pense que c'est pas des sujets vraiment très techniques. Nous, on a développé des connecteurs et tout ça, mais c'est vraiment encore une fois des questions de normes, effectivement, d'essayer de ne pas réinventer la roue à chaque intégration, et donc de profiter de ce qui peut faire pour standardiser ces échanges. D'accord. Donc on a des super outils qui font des tas de choses. On commence à avoir des données plutôt de meilleure qualité, des standards qui commencent à exister. Alors, quels ont été les bénéfices de tout ça? Avant de passer au futur, est-ce que l'un ou l'autre, et en particulier Xavier et Étienne, vous avez été capable de quantifier un peu, ou au moins déjà avoir une idée de quels ont été les bénéfices apportés par ces nouveaux outils? Est-ce que ça a permis d'augmenter la valeur, d'augmenter la performance pour les investisseurs, de réduire les coûts, de réduire les risques? Est-ce que... Je prends. Bon, allez. Oui,
J'allais dire, on n'est pas arrivé, hein, donc c'est pas encore le moment de prendre sa retraite. Ça va être la blague fil rouge. L'agrément, l'apport que tout ça a, c'est quand même qu'effectivement, on arrête d'avoir des gens qui passent pas loin de 40% de leur temps à gérer ou à générer de la data, et plutôt des gens qui analysent, se projettent, et du coup, j'y vois presque un signal faible, mais tout ça permet l'émergence d'approches beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus intentionnelles, où finalement la décision est mieux éclairée, et où donc la qualité du process et de l'intelligence, encore une fois humaine, peut s'exprimer dans de meilleures conditions, en utilisant une donnée plus fiable, des outils plus standardisés, plus ergonomiques, hein, comme tu le disais tout à l'heure, plus efficaces. Donc l'avantage principal, c'est ça. Donc ça permet aussi de commencer à regarder d'autres informations. Et c'est vrai qu'on est maintenant, je pense, entré dans un moment particulier, sociétal et de l'industrie, qui est qu'on a des nouvelles informations à prendre en compte. En premier lieu, le changement climatique. Ma petite blague, c'est que si vous ne regardez pas vraiment ce qui se passe au niveau du changement climatique, traversez la rue les yeux fermés, prenez l'ensemble de vos décisions à pile ou face, et tout ira bien. Ce scénario-là, il est d'une violence extrême. On a besoin d'outils de cash flow pour planifier une adaptation de nos immeubles, de nos sites, à un horizon malheureusement qui s'est dangereusement raccourci maintenant, entre 10 et 20 ans. Et donc, voilà, ce que ça permet, c'est de s'intéresser à des nouveaux sujets que, un peu dans l'ensemble, nous avons ignorés historiquement. Donc, des nouvelles demandes des investisseurs, effectivement, et une meilleure connaissance, donc des réductions de coûts, si j'ai bien compris, alors, parce qu'on fait en moins de temps. Voilà, alors on fait en moins de temps, mais du coup, on se réintéresse à d'autres sujets. Hein, et c'est vrai que le sujet de la qualité en immobilier est quand même un sujet qui finalement était un peu moins intéressant, puisque l'immobilier étant cyclique, etc. Il y avait tout un tas de choses à faire, et Thomas, tu l'évoquais tout à l'heure, il y avait tout un tas de choses à faire finalement en se comportant comme allocataire de capital. Je rentre au bon moment, je sors au bon moment, je suis agile, etc. Mais est-ce que je crée vraiment de la valeur pour les utilisateurs en travaillant mon actif comme un diamant brut que je cisèle, etc. Ça, voilà, je dirais que l'avènement d'une data de meilleure qualité et de meilleurs outils permet de passer à une logique de qualité qui fait que la finance, qui est quand même un instrument à la fois de financement, évidemment, mais de mesure, a été longtemps le seul, et que maintenant, on est dans des dispositifs où on peut commencer à dire je ne fais pas ces travaux parce que cet équipement a vieilli, je fais ces travaux parce que je pense que ça va améliorer l'actif, créer de la valeur, et donc on est en capacité mieux de la mesurer avec ces bons outils. Maintenant, ces outils-là, ils n'inventent pas la qualité. Donc voilà, je dirais qu'il y a une évolution, un enrichissement qualitatif du travail des acteurs. Mais je pousse à l'extrême. Donc la performance de l'immobilier a été plutôt bonne ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a une partie de cette performance qui pourrait être allouée au fait que donc il y a une compression des taux qui a été relativement forte? Est-ce qu'il y a une partie de cette performance qui pourrait être liée au fait qu'on a des nouveaux outils, on a des meilleurs moyens de prendre des décisions? Oui, alors évidemment. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on avait fait avec Étienne dans une vie antérieure, c'est d'essayer de distinguer l'impact des décisions qu'on prend par rapport à l'impact marché qu'on subit, qui est totalement exogène. Tout à l'heure, Étienne parlait du retour de l'humain, mais l'humain, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'asset management qui ne savaient pas ce que c'était qu'un locataire. Quand on demande qui sont nos clients sont nos locataires. Ce sont évidemment, en conséquence, nos investisseurs, mais à l'asset management, ce sont nos locataires. Et quand on est là à faire de l'immobilier Excel, comme je l'ai vu en 2006, 2007, 2005, et on tire à l'extrême et on n'intègre pas
Le temps de l'immobilier, on l'évoquait, le temps de l'immobilier, ce n'est pas le temps de l'Internet, de la donnée qui est immédiate aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, et c'est ce qui était dit dans le panel précédent, on est submergé par la donnée, il faut savoir l'organiser, la trier et la considérer. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où le temps, il est immédiat, la donnée, elle est immédiate, mais le temps de l'immobilier, ce n'est pas immédiat. La décision qu'on prend, elle va avoir un impact dans 5, 10 ans sur nos actifs. Et donc, pour répondre à la question, c'est les outils, oui, nous permettent d'avoir un peu plus de, c'est prétentieux, de clairvoyance ou d'intégrer différents points de vue qui nous feront prendre une décision. Et je souscris ce que disait Étienne, à ce que disait Étienne sur je ne fais pas des travaux parce que c'est cassé, je fais ces travaux parce que ça va améliorer la vie de mon actif. Et ça, c'est ce qui est le plus important, puisque pour moi, la création de valeur passe par la non-obsolescence, si je puis dire, ou l'obsolescence la plus retardée possible de nos actifs. Et quand on voit la régulation et tout ce qui nous tombe dessus en matière de développement durable, d'impact, de tout ce qu'on veut, qui nous tombe dessus, je ne sais pas si les gens réalisent les défis que ça pose à l'ensemble de l'industrie. Je vais être provoquant, évidemment. On se fait des gorges chaudes sur les quelques très beaux programmes qu'on fait qui sont à la pointe de l'innovation, de tout ce qu'on veut, etc. Mais n'oublions pas le parc global. Et le parc global, il n'est pas à la hauteur des 5% de projets restructurés sur lesquels on a un très bel architecte, etc. Et j'en ai fait. Donc c'est pour ça que je dis que je suis très content d'avoir fait des projets comme ça. Mais il ne faut pas oublier le reste. Et le reste, c'est beaucoup moins, entre guillemets, reluisant, et le mot n'est pas péjoratif à dessein, mais ce n'est pas aussi shiny. Et pourtant, c'est la base de nos actifs. Ils en parlaient. Ouais. C'était ce matin, ils disaient la même chose sur le stock. Effectivement, c'est simple sur le flux, ce qui est rentrant, les nouveaux immeubles, les restructurations, de faire des choses. Mais c'est vrai que le stock est là, quoi. On va y revenir quand on va parler du futur, parce que j'imagine que c'est un des enjeux, effectivement, pour le futur. Je voulais juste avoir l'avis de Thomas également sur cette affaire de est-ce qu'on est capable de dire, finalement, d'avoir tous ces nouveaux outils à notre disposition, d'avoir tous ces progrès. Est-ce que MSCI a été capable de mesurer quelle valeur ajoutée pour l'industrie ? Oui, alors je vais essayer de ne pas prêcher pour ma paroisse et être le plus objectif possible, mais déjà on peut être très factuel. Je pense que si on regarde la classe d'actifs sur l'aspect de nos côtés, si on regarde l'immobilier, on regarde les intentions d'allocation chez les investisseurs et on voit qu'elles sont amenées à croître. Elles ne font que grandir et ça va continuer à grandir. Donc je pense qu'effectivement c'est un signal, ça veut dire que cette donnée offre de la transparence et donc comme on le disait tout à l'heure, à la porte des capitaux, à la classe d'actifs. En ce qui concerne la performance et le risque, moi j'aime beaucoup l'approche d'Étienne, ce qui est de dire en fait que nos outils vont permettre à nos clients, donc majoritairement au niveau des sociétés de gestion, de dégager du temps pour qu'elles puissent effectivement se focaliser sur les vrais problèmes de fond, sur la gestion d'un actif, sur la compréhension effectivement du risque qui est rattaché à cet actif et sur la compréhension des risques futurs qui aujourd'hui sont majoritairement autour du climat. Et je pense que nos outils, à l'heure actuelle, ce qu'ils vont apporter à nos clients, c'est de pouvoir mieux intégrer cette notion de climat, de voir l'impact qu'elle a sur la performance, très factuellement de se dire, bon ben voilà, si j'achète tel ou tel actif ou j'injecte tel et tel CAPEX dans mon actif, quel va être son impact sur son risque? Va-t-il être conséquent? Et in fine, va-t-il driver la performance de mon actif? Donc c'est vrai que nous, on le voit après d'un point de vue extérieur, on n'investit pas, on donne pas de conseils, et donc on le voit en fait dans l'interaction qu'on a avec nos clients, où majoritairement, et je pense que c'est le meilleur moyen de répondre à ta question, Laurent, majoritairement les clients venaient vers nous en nous disant, bon voilà, j'ai besoin d'un indice, j'ai besoin d'un benchmark pour me comparer par rapport à mes pairs ou par rapport à un marché, et en fait maintenant on est sur d'autres problématiques, c'est j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin de m'aider à structurer mon information, j'ai besoin de pouvoir digérer cette information pour pouvoir effectivement me consacrer à ces problèmes de fond. Et on voit de plus en plus qu'en fait nos clients ont le temps de s'occuper de ça, et je pense que c'est ça le bénéfice, et on espère qu'il va continuer dans cette direction. Mais l'humain est assez doué pour, quand il a gagné du temps, le réutiliser, pas forcément à bon escient. Alors, on va parler du futur maintenant, si vous le voulez bien, et justement enchaîner sur, si on se projette dans une dizaine d'années, qu'est-ce que vous voyez apparaître qui va nous faire encore être plus efficace? Qu'est-ce qui va révolutionner notre industrie? Et je vais commencer par Sandrine. Vous commencez aussi à parler d'intelligence artificielle.
Oui, donc en effet, nous, c'est vraiment les développements futurs qui seront prévus. C'est la technologie aujourd'hui, elle est là. Maintenant, elle est longue pour que du coup, elle soit réellement efficace. Quand on se passe de machine learning, il faut faire apprendre aux machines pour que les résultats soient fiables. Il faut qu'il y ait l'humain. On en parlait sur les précédentes tables rondes qui viennent aussi contrôler les résultats de la machine. Donc vraiment, l'objectif, c'est que ces technologies, elles puissent vraiment nous aider nos clients à réduire du coup tout ce qui va être tâches à faible valeur ajoutée, tâches inutiles, et que du coup, là aujourd'hui où l'humain doit encore être dans le contrôle, c'est-à-dire que la machine propose une organisation documentaire, un nommage de documents, mais que du coup là l'humain soit de moins en moins en contrôle, et donc que la machine, les algorithmes soient suffisamment performants par rapport à leurs résultats, pour que l'humain puisse ensuite vraiment se dégager du temps et confiance en les résultats des algorithmes. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire par exemple pour Drones Alors si je prends un exemple vraiment sur la transaction, aujourd'hui on a un outil d'aide à l'analyse du contenu documentaire qu'il y a dans une data room transactionnelle, et donc les machines vont pousser des risques ou des opportunités détectées à travers tout le contenu documentaire. Sur toutes les thématiques, notamment environnementales. Et aujourd'hui, c'est une aide pour venir retrouver une information le plus rapidement possible. On travaille beaucoup sur la fiabilisation de cette information, puisqu'aujourd'hui, voilà, on pousse du contenu. L'humain va ensuite pouvoir en prendre connaissance et ensuite se dire ça m'intéresse, je poursuis mon analyse par rapport à ce que la machine m'a poussé en termes de contenu, et on cherche à fiabiliser du coup. Demain, on se dit, et j'espère que demain sera très proche, on se dit que ce que la machine aura poussé, l'humain n'aura plus qu'à dire oui, c'est une analyse et c'est vrai. Et c'est vraiment un risque détecté, et grâce au travail effectué derrière, au travail technologique, j'ai peut-être gagné 15 jours, 3 semaines, 1 mois d'audit. Et là, on est vraiment sur les gains de productivité. Donc ça veut dire qu'on serait capable de faire des transactions dans des délais plus courts, hein? Tout à fait. Tout à fait. C'est l'objectif. C'est de les faire plus rapidement. Xavier ? Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça me plaît bien, mais en fait, c'est dans la vie de tous les jours d'asset manager. Ça sera perpétuel. Donc, normalement, la transaction devrait venir valider tout le travail qu'on aura fait avant. Et on ne s'en apercevra pas au moment de la transaction. Ça, c'est mon rêve. Et c'est une des problématiques aujourd'hui. Combien de propriétaires, s'ils font une analyse fine des rapports de bureau de contrôle qu'ils ont sur leurs actifs et du suivi des anomalies ou non-conformités, combien le font vraiment? Je pose la question, et je sais que chez nous, on essaye de le faire, c'est pas parfait. Donc voilà, mais la technologie va nous permettre de faire tout ça. Après, il y a un autre aspect aussi, ce sera la mobilité. Alors, on en parlait un peu avec Étienne, mais ce qu'on a vécu les 12 derniers mois, 18 derniers mois, le télétravail qui est en train de prendre le pas, c'est-à-dire de vraiment s'installer. Est-ce que ça sera un phénomène aussi important et durable? On verra en fonction des populations. Moi, je me garde bien de faire des pronostics là-dessus. Surtout quand on a vécu un certain nombre de crises, on s'aperçoit que le balancier revient toujours un peu au centre. On est encore un peu haut là, il n'est pas encore retombé. Mais oui, la mobilité va être clé. Et quand on est mobile dans des métiers où on doit agréger des données de tous les côtés, il va falloir qu'on ait des outils qui nous permettent justement d'avoir ces informations. Je ne dis pas en temps réel parce que pour moi ça n'a pas de signification. C'est en fonction des typologies de données, il faudra qu'on les ait au bon moment. Donc accélération, mais est-ce que ça peut introduire des biais aussi dans l'immobilier? Parce que finalement, une des forces de l'immobilier, c'était aussi son inertie d'une certaine manière, c'est-à-dire que le temps jouait en notre faveur pour partie. Le biais, si les indicateurs ne sont pas bien choisis, etc., c'est de prendre une décision qui soit une mauvaise décision.
Il y a des analyses qui sont faites sur des immeubles, sur la performance qu'ils peuvent avoir. On sait très bien que si un immeuble est en restructuration, il n'a pas de revenus, il y a des capex, la perf elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'on prend comme décision? Je vends? Ben non, on a fait tout ça pour créer de la valeur. Donc l'année prochaine, la valeur sera totalement différente, la performance sera totalement différente. Encore une fois, c'est là où l'humain est important, c'est-à-dire c'est ne pas prendre la donnée brute comme vérité, mais comme un des éléments qui doit faire résonance dans le raisonnement, on doit jouer au punching ball avec la donnée en permanence. On doit se questionner et se remettre en cause. La difficulté, c'est que c'est très compliqué de se mettre en cause. Vous qui pilotez tous des équipes, vous savez très bien que si vous demandez à chacun de se remettre en cause, c'est compliqué. Et à commencer par soi. Mais en fait, la clé, c'est ça. Bon. Victor, on continue ce petit tour de table sur le futur. Hein, et quel est l'outil de demain qui n'existe pas aujourd'hui, qui va révolutionner nos modes de travail en termes de gestion immobilière? Déjà, je me retrouve pas mal sur ce qui a été dit en termes de productivité et d'accompagner la décision. C'est-à-dire, on n'a pas vocation et la prétention de remplacer les personnes qui prennent les décisions et on ne transforme pas les organisations. On cherche plus à simplifier. Sur l'outil de demain, je pense que voilà, toute la matinée a beaucoup tourné autour de l'écologie, du développement durable. Je pense que c'est clairement le sujet clé et effectivement voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire du reporting. Enfin, il y a déjà des solutions qui le font sur du reporting extra-financier et d'être capable à terme de combiner les deux. Nous, sur la partie financière, on a beaucoup de chance vu que les choses sont très standardisées, c'est-à-dire qu'un TRI, qu'on le regarde en France, en Allemagne, au Japon, dans l'immobilier, dans les actions, c'est exactement la même définition. Et ce matin, la personne de Bercy, effectivement, parlait des différences entre les pays, entre les continents sur tous ces indicateurs. Nous, on le voit, on a fait des outils de matrice ESG et chaque client l'a paramétré différemment. Donc effectivement, une note ESG chez un de nos clients ne sera pas la même que celle du voisin parce qu'il aura choisi des définitions différentes. Donc nous, on a envie d'effectivement d'être capable d'accompagner ce changement, soit en étant voilà, des partenaires de spécialistes, soit en faisant des choses nous-mêmes. Mais je suis convaincu que la place de l'extra-financier sera de plus en plus grande. Ouais. Donc dans 10 ans, on refait cette conférence et on ajoute les nouveaux outils de l'extra-finance immobilière. Ils sont là, hein. Enfin, vous les connaissez, ils sont là. Enfin, je ne sais pas s'ils sont chez Fidji, mais ils en ont parlé. Les DivKey, les boîtes comme ça, elles font des choses qui sont très très bien. Ils ont pris une vraie importance dans l'écosystème immobilier. Donc, c'est voir comment est-ce qu'on travaille efficacement ensemble. Et voilà, est-ce qu'ils se parlent bien déjà, ces outils extra-financiers versus les outils financiers? Ils commencent, ouais. Ils commencent. Après, faut que les planètes soient un peu alignées pour le prioriser. C'est vrai qu'on a du mal à lancer les choses à blanc de façon spéculative, entre guillemets. On a toujours envie de le faire pour un client. Donc c'est souvent comme ça que ça marche bien de tester sur un client. Mais je suis convaincu que ça marchera bien. Ouais. Étienne, j'aimerais bien aussi ton point de vue alors sur ces outils du futur et en particulier dans une structure comme Nood, qui est vraiment à vocation et tournée vers le futur. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais voir arriver sur le marché? Alors, je dirais que, pour rebondir sur le propos de Victor, ce qui nous attend, c'est une plus forte intégration. Et dans nos métiers, je pense qu'il y a une fusion future rapide du financier et de l'extra-financier, parce qu'en fait, l'extra-financier, c'est de la qualité, et la qualité ayant une valeur, l'extra-financier devient financier par le prisme de la valeur. Autrement dit,
connecter les décisions qu'on peut prendre sur une thématique extra-financière de ESG, de progrès sur un label par exemple, connecter ça à un incrément de qualité qui du coup influence potentiellement le taux de capitalisation, les valeurs locatives, etc., comme on a pu le vivre avec Xavier sur des très beaux projets. Pour moi, ça c'est quand même une petite révolution qui est pas finie. Et le deuxième thème, c'est entre guillemets l'hyperconnaissance qu'on peut avoir des sujets, et je pense qu'il va y avoir une numérisation qui va faire que éventuellement il va y avoir une partie documentaire qui va simplement disparaître parce qu'on ne va pas vendre des cahiers de spécifications et des descriptifs, etc. On va transférer une data room et un modèle d'information sur l'immeuble, un BIM, qui va amener une transparence qui n'existait pas du tout, c'est-à-dire une transparence sur la conception, la construction, l'entretien. Et cet aspect BIM, si on arrive bien à le faire basculer dans le BIM exploitation, va permettre de la maintenance prédictive, là aussi un gain de temps incroyable. Moi j'aime bien raconter la petite histoire de la panne dans le faux plafond, où finalement au lieu d'avoir 5 visites de quelqu'un, mainteneur qui va explorer, repartir, commander la pièce, ah ben non la pièce n'est pas arrivée, etc., et pendant 1 mois et demi, 2 mois, la panne est toujours là avec le petit carreau qui est défait, décalé, etc. Et expérience utilisateur assez lamentable, versus un système où on anticipe. Donc on pilote, et donc davantage de numérisation, y compris d'aspects qui sont très physiques. Et puis encore une fois, tout ça, c'est là pour aider à prendre les bonnes décisions. Mais je dirais que il faut quelque part aussi aller chercher la bonne data. Et ça, c'est pas les systèmes qui vont l'inventer. Et donc je rebondis un peu encore sur la thématique du changement climatique. Mais un site parisien qui est un îlot de chaleur de 4 degrés, quand les températures estivales à Paris vont se prendre 4 degrés en moyenne tous les étés. Si on a une base de départ à 26 degrés, c'est pas très grave, mais si on a une base de départ à 35, comme c'est le cas, eh bien on va commencer à avoir des températures qui sont tout simplement pas soutenables. Et des voisins qui vont dire mais cet immeuble me ramène 4 degrés de chaleur en plus alors que j'ai déjà de la peine à fonctionner. Donc il y a aussi cette notion de la data partagée et de quelque part quelque chose qui commence à ressembler à un destin commun autour de ces thématiques où l'immeuble n'est plus tout seul. L'immeuble est intégré dans un quartier avec cette thématique de la ville du quart d'heure qui, là aussi, est encore une thématique de qualité pour laquelle on aura besoin de data partagée. Donc l'écosystème s'élargit. Ce n'est plus que l'immeuble, c'est tout l'environnement autour. Absolument. Et c'est la conviction qu'on a chez nous, effectivement, de considérer que nos lieux sont souvent des centres commerciaux, évidemment, mais pas que, et que l'avenir, c'est du multi-usage, c'est du retour de la nature, c'est de la résilience, du traitement des actifs avec un clin d'œil, puisque nos enjeux, c'est de la désartificialisation des sols aujourd'hui. Alors, je voulais revenir juste sur ces aspects futurs. J'aime bien travailler dans l'immobilier parce qu'on est en avance sur plein de sujets, mais souvent sur la financiarisation, on est plutôt en retard par rapport aux autres classes d'actifs. Donc, si on veut se projeter dans le futur, j'aimerais bien savoir ce que les autres classes d'actifs, à travers le point de vue de Thomas, les outils qui ont déjà été développés ou qui sont en cours de développement dans les autres classes d'actifs pourraient apporter à l'immobilier. Oui, je pense qu'il y a un point dont on a parlé juste avant, effectivement. Enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect glossaire et classification, où je pense qu'effectivement, il y a encore énormément de travail à faire. Par exemple, chez MSCI, on a beau être américain, on n'est pas très fort dans le marketing et on travaille sur une initiative qu'on a appelée Glocal, pour la combinaison de global et local. Et là, effectivement, on a énormément de mal à arriver à un glossaire qui est simple. Je crois qu'Étienne, tu te disais 50 champs, on pourrait commencer par là, et qui soit applicable un petit peu partout. Et c'est vrai que sur les autres classes d'actifs, on y est arrivé, et que ce soit le fixed income, que ce soit l'equity, et ça permet effectivement de faciliter tout ce langage, et du coup on gagne du temps, on gagne de l'efficacité, et je pense que ça c'est la première étape. Alors
Effectivement, ça passe par des tables rondes pour qu'on se mette d'accord. Un tout petit peu plus tôt, je trouvais que c'était sympa l'analogie quand on disait bon voilà, on arrive à mettre autour de la table des compétiteurs, des gens qui ne sont pas forcément d'accord, des gens qui vont se tirer un petit peu dans les pattes, mais sur un sujet, ils vont essayer de se mettre d'accord. Et je pense que ça, c'est une des étapes. On le voit déjà dans les autres classes d'actifs. Ça se fait de manière beaucoup plus fluide et petit à petit, on est en train de le voir. Et puis d'ailleurs, après l'immobilier, il va y avoir la dette, il va y avoir l'infrastructure et on est déjà en train de penser à ça, où là, si on pense que l'immobilier est très en retard, on va peut-être arrêter de se flageller un peu et de se dire qu'eux, ils sont encore un tout petit peu derrière. Donc il y a quelque chose à faire. Après, effectivement, il y a les API. On en a beaucoup parlé. Et là, je pense que on observe chez beaucoup, ou du moins dans les autres classes d'actifs, une grande avancée. Et ils sont extrêmement utilisés. Ce n'est pas encore tout à fait le cas chez nous en immobilier. Enfin, on parlait de numérisation tout à l'heure. Je ne sais pas si quand on reçoit un scan de PDF, est-ce que c'est un document numérique? C'est mieux que le courrier, mais c'est pas toujours, on n'y est pas encore. Donc je pense qu'il y a toute cette partie-là. Et après, en fait, le dernier point, c'est sur la fréquence. Il y a une certaine inertie qui est liée à l'immobilier, mais on a vu que parfois cette inertie, elle a ses limites. Quand on repense à une crise qu'on a traversée, on peut avoir des soucis de liquidité. Et donc du coup, à ce moment-là, il y a un point dans le temps qui va manquer, et c'est comment on peut réussir à accéder à cette information, pas forcément nécessairement en amont, pas en temps réel, parce qu'à nouveau, je pense que Xavier, c'est pas possible, mais disons avec le gaps de temps ou le laps le plus petit. Et le dernier point, en fait, où on est en train de réfléchir, alors nous indirectement, mais c'est par le regard de nos clients, on est en train de réfléchir à quel va être l'impact sur les équipes, parce que changer ces données, changer ces outils, ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui vont devoir traiter cette information et la nettoyer et faire en sorte qu'elle soit utilisable et fiable, mais il y a plus de personnes qui vont être amenées à analyser cette information. Et donc ça veut dire en fait quelles sont les équipes de demain. Et c'est vrai que sur d'autres classes d'actifs, on voit des profils qui sont un petit peu différents. Il y a des profils qui sont très quant, il y a des experts, et on peut se poser la question, voilà, l'équipe de demain de l'immobilier, est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui est expert en émissions carbone? Est-ce que c'est quelqu'un qui est expert en réglementation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est expert dans ces sujets-là? Et c'est vrai qu'on a beaucoup de nos clients qui nous demandent, qui soient d'ailleurs sur toutes les classes d'actifs ou vraiment spécialisés dans l'immobilier, qui nous disent un petit peu comment ça se passe chez les autres et quels sont vos interlocuteurs clés et à qui vous adressez. Donc je pense que ça... alors est-ce que ça prendra 10 ans pour répondre à ta question initiale, Laurent? Je ne sais pas, mais je pense que dès maintenant, il faut commencer effectivement à se poser la question de l'impact de ces outils et de cette donnée sur les profils des équipes futures. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos interventions. On a déroulé un peu l'histoire de ces 10 dernières années et des 10 prochaines années avec des conclusions très intéressantes, en particulier sur le glossaire qui renforce la raison d'être même de Fidji, qui consiste à effectivement standardiser le vocabulaire qu'on utilise, les données qui sont utilisées, la manière dont elles sont échangées. Donc je pense, les deux Eric, là-bas, il y a encore beaucoup de boulot devant nous, côté Fidji.